Les acteurs de la Seconde Guerre mondiale sont innombrables. Hommes, et moins souvent femmes politiques, chefs militaires, dirigeants nationaux, scientifiques, mais je devrais dire que pratiquement tous les habitants de la planète ont été à tous les niveaux des acteurs de ce conflit. Les simples militaires, les résistants, les prisonniers, les déportés, et plus généralement encore, tous les civils, hommes, femmes, enfants, qui ont vécu ces années terribles. Toutefois, certains de ces acteurs ont joué un rôle prépondérant lors de ce conflit, pour le bien ou pour le malheur de l'humanité. J'en ai retenu 6 qui me paraissent essentiels, même si tout choix est forcément subjectif et réducteur. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, 4 d'entre eux sont au pouvoir depuis déjà de nombreuses années. Adolf Hitler en Allemagne, Benito Mussolini en Italie, Joseph Staline en Union soviétique et Franklin Roosevelt aux États-Unis d'Amérique. Les 2 derniers sont un homme politique qui n'accédera au pouvoir que l'année suivante, Winston Churchill, et un colonel de blindés qui ne se doute certainement pas que dans une dizaine de mois, son destin basculera. Il s'agit de Charles de Gaulle. Rappelons brièvement leur vie jusqu'à cette date du 3 septembre 1939. Et tout d'abord, Adolf Hitler. Il est celui qui a entraîné son pays et le monde dans cette guerre qu'il a voulu. Et il est de ce fait le personnage central de la Seconde Guerre mondiale. À la déclaration de guerre, il a 50 ans. Il est né le 20 avril 1889 en Autriche, dans la ville de Braunau am Inn, car n'oublions pas qu'il est autrichien de naissance. Il est même possible que ses lointaines origines soient tchèques, car le patronyme d'Hitler sous différentes orthographes, Hitler, Hütler ou Hitler, semble être d'origine tchèque. Il est vrai que la Bohême et la Moravie sont voisins du Waldviertel, ce district de Basse-Autriche où vivaient ses ancêtres. Mais savez-vous que Hitler a bien failli s'appeler Schicklgruber ? En effet, son père Alois est né le 7 juin 1837 de père inconnu, et il portait donc le nom de sa mère qui s'appelait Anna Schicklgruber. 5 années plus tard, celle-ci épousait un certain Johann Georg Hitler, mais sans que celui-ci reconnaisse le jeune Alois, lequel devait d'ailleurs être élevé par un frère de Johann Georg, nommé Johann Nepomuk Hitler. Ce n'est que 40 ans plus tard, en janvier 1877, respectivement 19 ans et 29 ans après la mort d'Anna et de Johann Georg Hitler, que le vieux Johann Nepomuk Hitler se présenta, accompagné de 3 témoins, au curé de la paroisse de Dollesheim pour légitimer Alois Schicklgruber, présenté comme le fils de son défunt frère Johann Georg. Le prêtre accepta cette curieuse et bien tardive démarche, et dans le vieux registre paroissial du 7 juin 1837, il ajouta dans la case réservée au nom du père d'Alois celui de Georg Hitler, biffant le nom de Schicklgruber pour le remplacer par celui d'Hitler dans l'orthographe que nous connaissons, H-I-T-L-E-R. Ce n'est donc qu'à l'âge de 40 ans qu'Alois Schicklgruber devint Alois Hitler. Certains ont d'ailleurs pu se demander si Adolf Hitler aurait pu devenir le maître de l'Allemagne en s'appelant Schicklgruber, dont la consonance est plutôt comique pour un Allemand. De 1906 à 1913, Hitler mène à Vienne une vie de bohème presque misérable. Il ambitionnait de devenir un artiste reconnu, un peintre ou un architecte, et il s'était présenté à 2 reprises à l'Académie viennoise des beaux-arts, mais avait essuyé à chaque fois un refus. La Première Guerre mondiale va changer sa vie. Il s'enrôle comme volontaire en Allemagne dans un régiment bavarois où il sert comme agent de liaison. Blessé 2 fois, il est promu caporal en 1917 et reçoit en 1918 la Croix de fer de première classe, décoration rarement accordée à un simple soldat. La nouvelle de la défaite de l'Allemagne et de la signature de l'armistice, alors qu'il se remet dans un hôpital militaire des suites d'une attaque au gaz, le plonge dans le désespoir. Mais de retour en Bavière, à Munich, il se lancera dans la politique,
car il a découvert qu'il avait des talents d'orateur et qu'il savait s'en servir. En septembre 1919, il adhère à un obscur parti d'extrême droite, le Parti des travailleurs allemands, dont il prendra rapidement la tête. Ce parti sera rebaptisé en 1920 le Parti national-socialiste des travailleurs allemands et adoptera comme emblème la croix gammée noire dans un cercle blanc sur fond rouge. Il réorganise le parti, crée une section gymnastique et sportive dont les membres constituent ses troupes de choc. Cette section en 1921 prendra le nom de Sturmabteilung, section d'assaut. Ce seront les SA. Hitler pense alors pouvoir prendre le pouvoir par la force et tentera le 8 novembre 1923 un putsch qui débute dans une brasserie de Munich. Ce sera un échec lamentable. Il est arrêté et est jugé par une cour spéciale dont la bienveillance lui permet de transformer son procès en une tribune. Il n'est condamné qu'à 5 années de détention dont il n'effectuera que 9 mois à peine. Il profitera de ces mois d'emprisonnement, au demeurant fort peu rigoureux, pour écrire son manifeste politique, Mein Kampf, où il expose dans un style plutôt lourd ses conceptions politiques et son antisémitisme obsessionnel. À sa sortie de prison, il décide de réorganiser son parti, dont les membres passent de 27 000 en 1925 à 178 000 4 années plus tard. Les SA deviennent une véritable force armée qui ne se contente pas de protéger les meetings d'Hitler, mais qui terrorise aussi ses adversaires. Vont le rejoindre des personnalités telles que Hermann Göring, un ancien as de l'aviation pendant la Grande Guerre, et surtout Joseph Goebbels, qui deviendra le maître d'œuvre de la propagande. Hitler comprend vite le parti qu'il peut tirer de la crise économique de 1929 qui s'abat sur l'Allemagne. Dans ses discours, il affirme qu'il redonnerait sa grandeur à ce pays en refusant de payer les réparations, en rejetant le traité de Versailles, en écartant les grands financiers, surtout s'ils sont juifs. Il ne pense plus prendre le pouvoir par la force et donne l'impression de vouloir jouer le jeu démocratique en se présentant en 1932 à l'élection présidentielle et en faisant participer son parti aux élections législatives, sans toutefois parvenir à une majorité absolue. Mais, personnage politique devenu incontournable, il est finalement nommé chancelier par le président Hindenburg le 30 janvier 1933. Dans son premier gouvernement, son parti est très minoritaire, 3 ministères sur 11 seulement. La droite conservatrice, menée par le vice-chancelier Franz von Papen, espère ainsi l'encadrer et l'écarter du pouvoir si, comme les chanceliers précédents, il échoue à diriger le pays. Mais c'était totalement méconnaître cet homme qui, en quelques semaines, va installer sa dictature totalitaire sur le pays. Son parti est loin d'être majoritaire, mais ses opposants sont trop désunis pour former un front commun. Les communistes en particulier s'opposent davantage aux sociodémocrates, car pour eux, le nazisme n'est que le dernier stade provisoire d'un capitalisme agonisant. En septembre 1939, Hitler est donc au pouvoir depuis un peu plus de 6 années. Il a 50 ans, et comme il l'a déclaré, « J'aime mieux faire la guerre à 50 ans qu'à 60 ». Il estime qu'il est plus que temps pour lui de réaliser enfin son grand dessein politique, la conquête par l'Allemagne de l'espace vital qui lui est nécessaire à l'Est. Le deuxième acteur du conflit est Joseph Staline. Lorsque la guerre entre l'Allemagne et les Alliés éclate en septembre 1939, Joseph Vissarionovitch Djougashvili, dit Staline, l'homme d'acier, a 60 ans. C'était un Géorgien d'origine modeste. Bien qu'ayant effectué ses études au séminaire jusqu'à l'âge de 20 ans, il deviendra vite un activiste révolutionnaire, ce qui lui vaudra de nombreuses arrestations et des déportations en Sibérie, dont il s'évadera à plusieurs reprises. Au moment de la révolution russe en 1917, il rejoint Lénine et fonde avec Trotsky le Politburo. Mais il ne jouera aucun rôle de premier plan pendant la révolution d'octobre. Néanmoins, le 3 avril 1922, il devient secrétaire général du parti. C'est une fonction à l'origine purement administrative, mais qui deviendra avec lui l'organe le plus important de l'Union soviétique. Après la disparition de Lénine en janvier 1924, Staline s'octroie progressivement tous les pouvoirs, éliminant tous ceux qui pourraient s'opposer à lui, à commencer par Trotsky,
qui, évincé du gouvernement, doit s'exiler. Peu à peu, se met en place un véritable culte de la personnalité autour de la personne de Staline. Un régime totalitaire de terreur s'abat sur la population à partir de 1934, par de grandes purges qui culmineront entre 1936 et 1938 avec les procès de Moscou, qui éliminent les vieux bolcheviks encore susceptibles de s'opposer aux stars rouges. Trotsky lui-même sera assassiné en 1940 au Mexique. Aucune couche de la société, aucun organisme de l'État ne sont épargnés. En 1939, la moitié du Politburo et les 3/4 des membres du parti ayant adhéré avant 1935 sont éliminés. L'armée n'échappe pas à cette épuration sanglante. Entre juin 1937 et juillet 1938, sont exécutés entre 75 000 et 80 000 officiers. L'état-major de l'armée rouge se retrouve ainsi décapité, ce qui se ressentira au début de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. En septembre 1939, le pouvoir de Staline est donc absolu, mais son pays et son armée se trouvent gravement désorganisés. Le troisième acteur est Benito Mussolini. En septembre 1939, Benito Mussolini a 56 ans. Influencé par un père socialiste militant, il rejoint au début des années 1900 le Parti socialiste italien, le PSI, et il écrit des articles dans des journaux socialistes tels que Proletario ou l'Avanguardia Socialista. Grimpant progressivement les échelons au sein du PSI, il est nommé en novembre 1912 à la direction du quotidien officiel du parti, l'Avanti. Mais lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il milite pour une intervention de l'Italie dans la guerre, contrairement à la ligne du parti, ce qui conduit à son expulsion en novembre 1914. Mussolini se rallie alors au faisceau d'action internationaliste qui préconise l'entrée en guerre de l'Italie et il fonde son propre quotidien, Il Popolo d'Italia. Mobilisé en août 1915, il est blessé en 1917 et réformé. À la fin de la guerre, il fonde son propre parti politique, le Parti national fasciste, dont l'orientation à l'origine paraît être de gauche, bien qu'en même temps les fascistes s'en prennent aux socialistes dans la rue, incendiant en 1919 le siège du journal L'Avanti. À partir de 1920, le parti connaît un basculement vers l'extrême droite, et en novembre 1921, Mussolini devient le guide du fascisme. Il est le Duce. Profitant des difficultés économiques que connaît l'Italie, des grèves et des violences provoquées par les militants fascistes, les chemises noires, Mussolini décide de prendre le pouvoir par la force. Il s'agit, fin octobre 1922, de la marche sur Rome, à laquelle participent entre 30 000 et 100 000 personnes. L'Italie est alors une monarchie, et le roi Victor Emmanuel III refuse de signer l'état de siège, ce qui entraîne la démission du président du Conseil d'alors, Luigi Facta, le 28 octobre 1922. Le lendemain, le roi charge Mussolini de constituer un nouveau gouvernement. La dictature fasciste se met progressivement en place à partir de 1925, avec la promulgation des lois dites fascistissimes. Les prérogatives du chef du gouvernement sont accrues. La presse est muselée. Le pouvoir exécutif s'approprie le droit de légiférer à la place du Parlement. Le droit de grève est interdit, et seuls les syndicats fascistes sont autorisés. Lorsque Hitler vient au pouvoir en Allemagne en 1933, les rapports entre les deux dictateurs sont d'abord tendus à cause de la question autrichienne, car Mussolini veut que l'Autriche reste indépendante. Leur première rencontre en 1934 en Italie n'est pas vraiment un succès pour Hitler, qui paraît mal à l'aise, engoncé dans son imperméable, aux côtés d'un Mussolini flamboyant dans un uniforme d'apparat. Mussolini dira de lui après cette rencontre qu'Hitler est un être féroce et cruel qui fait penser à Attila. Mais lui-même rêve de ressusciter l'Empire romain en envahissant le seul État indépendant d'Afrique, l'Éthiopie, ce qui lui vaut d'être sanctionné par la Société des Nations. Or, cette guerre d'Éthiopie sera à l'origine d'un rapprochement avec l'Allemagne, qui seule l'avait soutenu. Désormais, Mussolini a lié, pour le pire, son destin à celui de Hitler. Si, à l'occasion des accords de Munich en 1938,
Mussolini peut vouloir se présenter comme le sauveur de la paix, il n'en oublie pas moins ses rêves expansionnistes. N'envisage-t-il pas d'annexer la Corse et l'ancien comté de Nice? Et en avril 1939, il occupe la petite Albanie, premier pas pour lui d'un contrôle de la Méditerranée, rebaptisé comme au temps de l'Antiquité il Mare Nostrum. Mais la marche d'Hitler vers la guerre effraie Mussolini, qui sait bien que son pays n'a pas les moyens de s'engager dans un conflit armé à ses côtés. Et, tout au honte but, il doit avertir Hitler le 25 août 1939 que l'état de ses forces militaires ne lui permet pas d'envisager une entrée en guerre avant 1942. En septembre 1939, l'Italie opte donc pour le statut de pays non belligérant, notion plus ambiguë en droit international que celle de neutralité, puisqu'elle signifie que ce pays n'est pas neutre, mais qu'il n'interviendra pas militairement dans le conflit. Le quatrième chef d'État en exercice est Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt a 57 ans en septembre 1939. De ces 4 hommes d'État, il est le seul à la tête d'une république réellement démocratique. Né près de New York, dans une famille patricienne de lointaine origine hollandaise, il entre en politique en 1910 en se faisant élire sénateur. Et en 1920, il est le candidat démocrate à la vice-présidence des États-Unis, aux côtés de James Cox, mais celui-ci sera battu par le candidat républicain Warren Harding. En août 1921, Franklin Roosevelt a contracté la poliomyélite, ce qui entraîne une paralysie de ses membres inférieurs. Mais il cachera toujours en public la gravité de son mal et sera élu en 1928 gouverneur de l'État de New York. Sa popularité au sein du Parti démocrate fait de lui le candidat à l'élection présidentielle de 1932, où il l'emportera sur le président républicain sortant, Herbert Hoover, dénoncé comme incapable de gérer la crise économique consécutive au krach boursier de 1929. Pour sortir les États-Unis de cette crise, Roosevelt lancera plusieurs projets économiques dans un programme connu sous le nom de New Deal, préconisant notamment de grands travaux de construction de barrages hydroélectriques. Il créera également à partir de 1934 l'État-providence, le Welfare State, mettant notamment en place une sécurité sociale pour les couches les plus défavorisées de la population. Roosevelt est largement réélu aux élections en 1936. Mais, confronté à la montée des périls en Europe, il doit tenir compte d'une opinion publique largement isolationniste et non interventionniste. C'est ainsi qu'est votée en août 1935 la loi sur la Neutralité Act, interdisant toute livraison d'armes aux pays en guerre. Toutefois, comme il le dira dans une allocution, si les États-Unis sont neutres, les citoyens américains ne sont pas obligés de l'être. Et il est certain que des milliers d'Américains se sont portés volontaires pour participer à la guerre d'Espagne aux côtés des républicains, ou en Chine pour combattre les Japonais qui ont envahi ce pays. Le 14 avril 1939, Roosevelt adressa un message officiel à Hitler et à Mussolini, leur demandant de s'engager à ne pas plonger le monde dans la guerre et de donner leur assurance de ne pas porter atteinte à l'indépendance d'une trentaine de pays nous-mêmes cités. Ce message n'eut d'autre résultat qu'une réponse ironique et méprisante d'Hitler à l'occasion, le 28 avril 1939, d'un discours de plus de 2 heures devant le Reichstag. Cette année 1939 voit se profiler l'élection présidentielle de 1940. Il existait alors, depuis George Washington, une règle non écrite selon laquelle un président américain ne devrait pas accomplir plus de 2 mandats, même non consécutifs. Néanmoins, à l'occasion des conventions préliminaires à l'investiture démocrate aux nouvelles élections, Roosevelt déclare qu'il ne se représentera pas pour un 3e mandat, mais que les délégués du parti sont libres de voter pour qui ils le souhaitent. De fait, il sera très largement nommé comme candidat démocrate à cette élection. En septembre 1939, Roosevelt s'apprête donc à mener une 3e campagne électorale à la tête d'un pays qui, pour un temps encore, proclame sa neutralité et son refus d'intervenir dans une nouvelle guerre européenne. Le 5e acteur est Winston Churchill. Le 1er septembre 1939, Winston Churchill revient au gouvernement à Londres comme Premier Lord de l'Amirauté,
une fonction qu'il avait déjà exercée pendant la Grande Guerre, et également comme membre du cabinet de guerre. Il a alors 65 ans. Cela faisait près de 10 années qu'il n'exerçait plus aucune responsabilité gouvernementale. Il appartient à la famille aristocratique des Spencer, remontant, dit-on, à l'époque de Guillaume le Conquérant au XIe siècle, son ancêtre le plus connu étant le premier duc de Marlborough, qui a vécu de 1650 à 1722. Son père le destine à une carrière militaire, et à partir de 1895, il sera sous-lieutenant dans un régiment du hussard, mais aussi correspondant de presse pour plusieurs journaux. Il combat ainsi à Cuba, puis au Malakand dans l'actuel Pakistan, et en Afrique du Sud comme correspondant lors de la guerre des Boers. Il entrera en politique en 1906, comme député libéral à Manchester, avant d'être nommé ministre du Commerce 2 années plus tard, puis ministre de l'Intérieur. Alors premier lord de l'Amirauté, il rencontrera son premier échec lors de la Première Guerre mondiale pour avoir soutenu le projet d'ouverture d'un second front en Asie mineure contre l'Empire ottoman, allié des Allemands. Ce projet, connu sous le nom de bataille des Dardanelles ou bataille de Gallipoli, se soldera par un désastre pour les Alliés qui, après plusieurs mois de combat, devront évacuer leurs forces armées, laissant pour les Britanniques plus de 34 000 morts et 78 000 blessés, sans compter les pertes australiennes, néo-zélandaises, indiennes, canadiennes, mais aussi françaises. Malgré cet échec, Churchill continue la guerre comme ministre de l'armement, puis ministre de la guerre, avant de devenir, la paix revenue, secrétaire d'État aux colonies. En 1923, il quitte le Parti libéral pour se rapprocher des conservateurs et sera nommé l'année suivante ministre des Finances. Mais les conservateurs perdent les élections de 1929 et Churchill va alors commencer une longue traversée du désert qui durera une dizaine d'années. Le voici donc dans l'opposition au Parlement, mais aussi au sein de son propre parti conservateur où il se retrouve isolé. Churchill est alors un homme seul, ou presque, et beaucoup estiment que sa carrière politique est terminée. Si, dans un premier temps, Churchill considère avec bienveillance le régime fasciste de Mussolini qui vient de s'installer en Italie, et qui lui paraît être un rempart contre le communisme qu'il considère alors comme étant le plus grand danger pour l'Angleterre, en revanche, il fera toujours preuve d'une opposition farouche et intransigeante au nazisme et à Hitler, avant même la prise du pouvoir par ce dernier. Dès 1932, il s'oppose au réarmement de l'Allemagne, et conscient des dangers du nouveau régime qui s'est installé en 1933 dans ce pays, il insiste sur la nécessité de doter la Grande-Bretagne d'une aviation militaire renforcée. Il s'oppose également au traité naval germano-britannique de 1935, permettant à la marine militaire allemande de s'accroître jusqu'au tiers du tonnage britannique. Il sera enfin un féroce opposant de la politique d'apaisement du Premier ministre Neville Chamberlain, se prononçant même en faveur d'une alliance avec l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, qu'il considère désormais comme la principale menace en Europe. À la déclaration de guerre, Churchill a donc rejoint un gouvernement d'union nationale, toujours dirigé par Chamberlain. Il l'ignore encore, mais son heure approche. Le 6e acteur est Charles de Gaulle. Il est le plus jeune de ces 6 personnalités. Né en décembre 1890, il n'a que 48 ans lors de l'entrée en guerre de son pays. Il appartient à une famille traditionnaliste, catholique et patriote. Sa carrière sera militaire. Admis en octobre 1908 à Saint-Cyr, il en sort lieutenant en 1912, avec pour première affectation le 33e régiment d'infanterie à Arras, dont le chef est le colonel Philippe Pétain. Lors de la Première Guerre mondiale, alors capitaine dans un régiment d'infanterie, il est blessé en mars 1916 près de Verdun et fait prisonnier en Allemagne. Il y restera détenu jusqu'à la fin de la guerre, malgré 5 tentatives d'évasion qui le conduiront dans des camps de représailles. La paix revenue, et après un séjour en Pologne comme instructeur militaire dans le cadre d'une mission militaire française, il enseigne l'histoire à Saint-Cyr, puis à partir de 1922 à l'école de guerre, avant d'être appelé en 1925 par le maréchal Pétain à son état-major comme officier rédacteur, chargé d'écrire une histoire du soldat français. Mais le capitaine de Gaulle
s'opposera à Philippe Pétain à propos de la paternité du texte qu'il doit écrire. C'est leur rupture. Le projet est suspendu et il quitte le cabinet de Pétain pour un poste au Liban. De retour en France en 1931, affecté au secrétariat général de la Défense nationale, il participe au débat sur la refonte de l'armée française et publie alors ses premiers ouvrages. La discorde chez l'ennemi, Le fil de l'épée, et surtout Vers l'armée de métier, où il préconise une refonte de la stratégie française par la création d'unités de chars confiées à des militaires professionnels. Il va mener une campagne en ce sens dans la presse et dans les milieux politiques, notamment auprès de Paul Reynaud. Mais il se heurte à la méfiance des milieux militaires français, où ses idées ne rencontrent que peu d'opinions favorables. Néanmoins, en 1939, il est nommé à la tête d'une unité de chars, le 507e régiment, où il héritera du sobriquet de colonel Motor. C'est à la même époque qu'il publie « La France et son armée », ouvrage reprenant de larges passages de son histoire du soldat français, ce qui aggravera sa brouille avec le maréchal Pétain. Le 3 septembre 1939, à la déclaration de guerre, le colonel Charles de Gaulle commande des unités de chars de la 5e armée en Alsace. Il est prêt au combat, mais s'inquiète de la stratégie du grand état-major en matière d'usage de l'arme blindée.